Bon, je voudrais déjà remercier André Thor de m'avoir invité et puis aussi dire mon admiration d'avoir programmé cette conférence, ce séminaire sur ce thème à cette date-là. Car effectivement, il y a beaucoup d'actualités sur ce problème. J'en ai listé quelques-unes. Vous avez vu sans doute que le président Obama a réuni il y a quelques jours, il y a un mois, une conférence de présidents pour discuter de la question des bombes sales. Il était il y a quelques jours à Hiroshima. On a en même temps actuellement le procès Uramine de Madame Lauvergeon. On a la démission du directeur financier d'EDF. On a la plainte du canton de Genève contre le système nucléaire français. On a l'échec des négociations avec la Finlande sur le PR d'Oklivuoto. On a ce journal satirique bien connu qui titre la semaine dernière « Un Tchernobyl économique » à propos de la situation du nucléaire. Et puis d'autres choses. Et puis, cerise sur le gâteau, la grève dans les centrales nucléaires. Il y a donc une situation un peu particulière qui a donc concentré très fortement les débats. Donc on a une actualité aujourd'hui très forte sur cette question-là. Alors je vais donc traiter cette question-là à partir d'un travail collectif qui a été fait dans le cadre d'un contrat financé par le ministère du Développement durable qui s'appelait Concertation, je ne sais plus le reste, Concertation, voilà, et qui aboutit donc pour nous à la publication de ce livre, Le secret nucléaire. À l'origine, c'était une demande qu'on avait faite pour travailler sur le secret militaire et la participation. La demande a été faite par le professeur Billet, qui était un professeur de droit, spécialiste du droit économique, du droit écologique, pardon. Et donc on avait cette idée de travailler sur la contradiction qu'il y a entre le secret militaire et la question du droit à l'information. Voilà. Donc, comment on peut rendre compatibles ces deux aspects qui sont manifestement contradictoires. Il faut se rendre compte qu'il fallait élargir assez largement à la question nucléaire et nucléaire générale. Donc voilà, l'idée de base, c'est d'essayer de travailler un peu sur cette question-là. Comment gérer, comment analyser les contradictions dans un espace manifestement avec des oppositions très fortes entre d'un côté un système, puis de l'autre un certain nombre d'oppositions sur lesquelles je vais revenir assez longuement. Je vais partir d'une citation pour cette conférence, ce séminaire, qui est sorti du livre donc, de François Lévesque. C'est la dernière phrase de son livre. La dernière phrase, la toute dernière phrase d'un livre assez volumineux, assez conséquent. François Lévesque est professeur à Mines ParisTech. On aura l'occasion de dire dans ce cours de ce séminaire que les X-mines constituent le cerveau du système nucléaire français. Et donc, François Lévesque est aussi, je dirais, un tyrolien, c'est-à-dire qu'il est dans la mouvance de pensée de notre prix Nobel, Jean Tirole. Voilà. Donc c'est, disons, dans la méritocratie scientifique, quelque chose de relativement reconnu et conséquent. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, après 50 ans de nucléaire, on arrive à cette conclusion-là, c'est qu'on ne peut pas dire que l'on est pour ou contre le nucléaire. Il y a trop scientifiquement de problèmes sur cette question-là. Donc dans le milieu qui est le noyau constitutif du système. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Alors moi je vais m'appuyer un peu sur cette idée-là. D'abord, cette séminaire n'est pas fait pour savoir si on est pour ou contre, mais d'analyser un petit peu les processus de gouvernance, en ne faisant pas du tout avec les méthodes qui sont celles de François Lévesque ou de Jean Tirole, à savoir à la recherche d'un modèle rationnel de gouvernance économiquement satisfaisant, neutre politiquement, mais pour montrer au contraire que tout ce système est constitué par les conflits, par des conflits importants qui, non résolus, non régulés, ont néanmoins provoqué des évolutions institutionnelles, des mobilités dans la constitution de ce modèle de production et de développement. Et donc je vais essayer de développer ces points. Étudier d'abord le mécanisme de régulation et de gouvernance du système nucléaire, avec d'une part un système constitué sur le secret défense d'abord, mais aussi secret étendu
et généralisée, et d'autre part, un certain nombre de conflits qui ont des formes particulières, hein, et donc un système non régulé dans l'ensemble. Quand je vais parler de système nucléaire, eh bien, c'est l'ensemble des institutions qui vont contribuer à la génération de ce système, de cette industrie, de cette technologie. Je ne m'appesantirai pas sur les contradictions internes, sur les conflits internes. Il y en a entre le CEA et EDF, par exemple. Ce n'est pas tout à fait ça. Je prendrai un peu par groupe homogène, bien évidemment, avec l'idée que le CEA est le cœur de ce système. Puis là, donc, dans un deuxième temps, j'essaierai de voir comment, soit par surréaction, soit par adaptation, le système va évoluer, hein, pour constituer une nouvelle entité, une nouvelle structure, une nouvelle logique de gouvernance, qui est aujourd'hui dans une situation, on pourrait dire, non pas peut-être de Tchernobyl, mais au moins délicate. Voilà. Donc, point de départ, le système nucléaire est gouverné par le secret. Et bien évidemment, dans un premier temps, le secret défense. Alors, il est bien clair que le secret défense est légitime. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'activités qui doivent être protégées de l'information. Pouvoir régalien nécessaire à la défense. On peut imaginer totalement absurde qu'une armée dise où elle va attaquer. Donc, il faut protéger. Et se protéger. Donc, il y a bien évidemment une nécessité. Ceci dit, dans les régimes démocratiques, le système, le secret défense doit être encadré, hein, juridiquement de manière assez stricte. Exactement comme les écoutes téléphoniques, ils doivent exister, mais être encadrés. Hein. Donc, il y a un encadrement. Et donc, on va avoir toute une procédure de très, très stricte d'encadrement qui va être appuyé sur d'abord un processus de classification. Hein, il y a des documents qui sont classifiés, hein, sur lesquels on n'a pas accès, et puis il y a des lieux aussi. Hein, des lieux, hein, et en particulier, les installations nucléaires de base secrètes. Voilà. Alors ça peut être les centres du CEA, ça peut être des ports abritant des sous-marins nucléaires, ça peut être des centres de renseignement, ça peut être tout ce qu'on veut. Hein. Donc il y a les lieux et les documents. Et donc, derrière cette situation, il doit y avoir la possibilité pour des personnes d'y accéder. On va appeler ça l'habilitation. Habilitation, secret défense. Et donc, pour être habilité, il faut faire une demande. Et ça veut dire faire la demande, ça veut dire aussi savoir qu'on va enquêter sur votre personne et sur vos proches. Il y a une enquête des services de renseignement ou de la gendarmerie, selon, hein, qui va en fait, mettre à plat vos amis, vos relations, vos parents. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui milite dans une organisation antinucléaire, bien, vous n'avez pas de chance de pouvoir rentrer au CEA. Voilà. Donc il y a une organisation tout à fait stricte, hein, avec des niveaux différents, très secret défense, confidentiel défense, qui est le plus bas de la classification. Alors, c'est le ministre, d'abord le Premier ministre, puis les ministres en charge de dossier, qui sont habilités à donner cette habilitation, qui peuvent donner l'habilitation, qui vont déléguer à quelques fonctionnaires. Hein. Par exemple, HFD, le haut fonctionnaire de défense, qui va être celui qui va effectivement donner l'autorisation concrètement en étudiant le dossier. Mais on est vraiment dans le pouvoir régalien, dans le très haut niveau du pouvoir régalien. Hein. Donc on n'a pas plus de 2-3 échelons hiérarchiques dans cette affaire-là. Et puis donc, je vais dire, il y a vraiment une enquête de sécurité sur les individus qui demandent. Alors ce système théorique, il va rentrer en contradiction entre l'effectivité, la mise en pratique du secret défense, qui va être appuyé sur le besoin d'en connaître. L'idée, c'est que les individus, même habilités, n'ont pas forcément le droit à connaître, s'ils n'en ont pas besoin. Il faut vraiment en avoir besoin. Alors, on va au contraire avoir une parcellisation du secret défense. Un exemple. On veut éliminer un dirigeant qu'on peut qualifier de terroriste étranger. Eh bien, la procédure va être assez complexe. Au plus haut niveau, vers une indication, faites-le. Je ne veux pas le savoir, mais faites-le. Puis progressivement, les moyens vont être précisés à des niveaux plus bas de la hiérarchie. Pour que, in fine, un individu ou deux individus ou un petit groupe
sachent exactement ce qu'ils vont faire. Mais en haut, on ne saura pas. On ne saura pas. Hein, voilà. Donc il y a, vous voyez, cet éclatement de l'information, cette dispersion de l'information de manière tout à fait systématique, avec le besoin de connaître. Concrètement, ça veut dire aussi que le fonctionnaire qui va mettre le tampon secret défense sur une chemise, eh bien, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et que, vous voyez, il va falloir pouvoir regrouper des individus éventuellement pour regrouper un document de secret défense. Il dit, la protection est obtenue par la dispersion. Qu'un espion puisse avoir un petit bout de l'information, mais qu'il ne puisse pas la recomposer. Donc, l'effectivité, c'est la dispersion de l'information de manière tout à fait systématique pour cela. Et donc, vous voyez une contradiction entre le contrôle en haut et puis la façon pratique dont les choses vont se passer. Donc, on va avoir, vous voyez, donc c'est le main, et ça, on va le trouver à tous les niveaux, voilà, tous les niveaux tout à fait pratiques pour avoir ce contrôle qui va se faire. Sur cette idée de la dispersion, sachant que tout le monde va être d'une certaine manière porteur d'une petite partie du secret, mais d'une manière générale, personne de la totalité du secret. On va avoir des idées, vous voyez, donc, que va se constituer toute une culture du secret. Voilà. Ça veut dire que le chef de service, qui a autorisé en quelque sorte un de ses subordonnés à maîtriser le secret, lui, va essayer de ne pas le savoir, pour se protéger, éventuellement, d'une attaque extérieure, d'être pris par un terroriste, par un groupe. Donc, s'il ne le sait pas, il n'y a pas de problème. Donc, il y a une culture aussi du fait que l'information ne remonte pas. Ce qui va être une conséquence tout à fait importante, vous voyez, c'est que on va le faire parce qu'on croit au secret, par idéologie, par investissement nationaliste, par exemple, à la défense de la nation. Ce n'est pas moi uniquement qui dois me protéger, c'est la nation, et je fais ça pour cela. Donc il y a une identification très importante qu'on va trouver entre les porteurs du secret et puis l'idée que pour cela, je fais bien pour la nation, quoi, voilà. Problème, vous voyez, par la suite, quand on va devoir lever le secret défense. Il ne suffit pas que le ministre dise on va lever le secret défense pour qu'on le lève. Il faut recomposer toute l'information. Et dans toute la hiérarchie, on va avoir plein de gens qui vont s'opposer à cette levée de la hiérarchie, de l'information, y compris les archivistes. Et particulièrement en France, où on va avoir cette culture extrêmement forte du secret. Donc, dispersion de l'information qui, par parenthèse, va poser des problèmes dans les cas de sécurité. Pour avoir une situation de sécurité, il faut qu'ils maîtrisent bien l'information. Ça va où il y a des problèmes. Si on a dispersé les flux de déchets quelque part, à la limite, il n'y a que celui qui les a dispersés qui sait où ils sont. La hiérarchie, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Donc voilà une pratique qui fait que le secret va, en quelque sorte, être porteur d'une organisation sociale dans laquelle les gens vont s'identifier et puis ils vont en rajouter. Ils vont en rajouter de manière tout à fait nette. Là où le secret défense n'est plus appliqué en tant que tel, il y a un secret qui va venir s'ajouter par la pratique des individus, qui vont eux-mêmes, même s'il n'y a pas le tampon SD, disperser l'information de manière assez systématique. Donc on va être en face d'un bloc tout à fait fort. Donc vous voyez, j'ai représenté ici un petit peu cette contradiction. Contrôle hiérarchique qui semblerait dire qu'au fond, c'est le Premier ministre qui contrôle tout. Et il suffit de taper sur un bouton pour avoir la levée du secret défense. Et puis la pratique, qui va au contraire faire la dispersion et puis l'impossibilité, en quelque sorte, de remonter vers le haut. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que ce processus de décomposition de l'information, d'affaiblissement du contrôle étatique, va permettre une appropriation par le commissariat à l'énergie atomique de ces éléments des secrets concernant d'abord le secret militaire consacré au nucléaire. Voilà. Autrement dit, le CEA va être l'organisme qui va gérer en pratique ce secret et qui va organiser sa dispersion en interne. Le tampon venant du ministère étant d'une certaine manière sans grande importance. Et donc chaque fonctionnaire du CEA va se croire autorisé en quelque sorte à être celui qui dit ce qui doit être secret.
à tous les niveaux hiérarchiques. Donc on va voir ce système de manière tout à fait claire. Et donc bien évidemment, ça va être appliqué au nucléaire militaire, dont on sait par ailleurs que le CEA s'est approprié en quelque sorte l'ensemble du contrôle et de la réalisation, au détriment de l'armée, au détriment de l'État, dans des conditions relativement secrètes. Rôle important de M. Guillaume, le rôle important de chaque ministre de l'armée issu du CEA. Il y a tout un complexe sur lequel on peut rester longuement, avec bien l'idée que ce système est quand même assez secret. Alors, ceci a été bien analysé par la référence bibliographique que j'ai mis en bas, Henri Kosker, qui a abus et détournement du secret défense, qui est un fonctionnaire du ministère de police, qui a été en charge pendant très très longtemps du système de secret mis en place à la COGEMA. Et il a lui-même dénoncé cette pratique, disant qu'il y avait un abandon de l'État sur le contrôle au profit de l'institution, ici COGEMA, d'une manière tout à fait illégale pour lui, d'une manière totalement... mais qui résulte de la pratique. Que c'est les gars de la COGEMA ou de CEA qui vont passer un contrat puis qui vont dire les conditions du secret dans ce contrat, alors que ça ne peut être que le ministère, ou le fonctionnaire de secret qui est chargé, dont on a vu tout à l'heure. Donc là, il y a tout un processus qui va fonctionner par une prise en charge de l'ensemble de cette information par le CEA. Alors ça va se faire par une sorte de démission générale de l'État en face de ces institutions. Alors à partir de cette idée-là, on va avoir deux extensions du domaine du secret défense. La première extension, c'est passer du nucléaire militaire au nucléaire civil. Il n'y a pas que le militaire qui va être protégé par le secret défense, mais aussi le nucléaire civil. Bien évidemment, les frontières sont extrêmement floues en réalité entre les deux, et j'ai cité le président Obama qui parlait des problèmes des bombes sales. Bien évidemment, le nucléaire civil peut générer un certain nombre d'éléments à caractère militaire. C'est toujours à partir d'une centrale civile qu'il y a prolifération. Voilà. Soit parce qu'on maîtrise bien l'enrichissement de l'uranium, il suffit de le pousser un petit peu pour avoir ce qu'il faut, soit parce qu'on produit du plutonium. Les déchets peuvent être utilisés comme bombes sales. L'uranium appauvri après enrichissement aussi. Voilà, donc il y a tout un ensemble qui fait que, au fond, ben oui, si je veux protéger le nucléaire civil, eh bien je le fais parce que pour des raisons militaires, pour des raisons de secret défense, pour des raisons de défense nationale. Et donc je considère aussi que, vous imaginez ce qu'il pourrait y avoir si on avait créé une centrale nucléaire en Irak aujourd'hui contrôlée par Daesh, ou en Libye. Voilà, donc, les conditions seraient particulièrement difficiles et on voit bien comment ça pourrait être utilisé militairement. Donc l'idée de la protection très très forte des sites nucléaires civils par les militaires. Alors on trouvera par exemple en France un cas très particulier, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays, celui par exemple des floutages des cartes. Protection, secret défense, sur Google Earth, on met un cache sur une centrale nucléaire ou sur un site du CEA ou un site, une prison. Voilà. Donc avec l'efficacité que vous imaginez. Aujourd'hui, hier, interdiction aussi de survol, voilà, donc j'ai écrit un papier là-dessus, paru là. Mais bon, c'est une spécificité française. Donc d'une manière générale, on va trouver une très forte spécificité française dans cette culture du secret. Gabriel Hucht, qui vient de sortir un livre sur l'uranium en Afrique, montre que c'est le pays où elle a eu le plus de mal à faire lever les archives, quoi. Voilà, donc il y a une très très forte culture du secret. Deuxième extension du domaine, encore plus intéressant. Le secret défense est étendu en fait aux intérêts vitaux de la nation. Donc, militaire, nucléaire militaire, nucléaire civil, intérêts vitaux de la nation. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on veut. Ça rentre bien évidemment dans ce qu'on appelle l'intelligence économique, la guerre économique. Est-ce que le nougat de Montélimar rentre dedans? En fait, toutes les technologies sensibles, mais lesquelles? Donc vous allez avoir les industries de l'armement, la chimie, les technologies de l'information, l'informatique, l'intelligence artificielle, l'énergie et les ressources, les nanotechnologies, important, la santé, voilà. Donc on va avoir une extension du domaine du secret défense considérable, voilà, sans limite, sans définition.
définition par celui qui le définit en quelque sorte, qui est en charge de pouvoir le définir. Et on a vu que ce n'était pas le sommet de la hiérarchie régalienne. En même temps, on a une sortie à partir des années 90, de manière tout à fait nette, du CEA de son domaine nucléaire, pour revenir justement sur ce domaine. La géologie, le climat, l'écologie, la santé, les nanotechnologies, technologies d'information, occuper tout ce terrain-là. Tout le terrain de l'expansion, vous voyez, de domaines aux intérêts vitaux de la nation. Et il va arriver avec ces pratiques de secret défense. On va s'appliquer un peu partout. Tous azimuts, sans limite, sans contrôle, sans contrainte. Alors c'est pas n'importe quoi, c'est un gros domaine. C'est un peu plus que le CNRS, toute discipline confondue. Un exemple simplement, c'est pratiquement 10% de grand emprunt. Pour les 3/4 pour un objet particulier, les RNR qu'on verra tout à l'heure. C'est 10 centres de recherche, 16 000 ingénieurs, techniciens, 54 unités de recherche sous co-tutelle, 54 accords cadres avec les universités, 27 équipex, 33 LabEx, 3 IDEX, etc., etc. Dans lesquels le CEA arrive avec son secret, définit les secrets, va imposer le secret défense dans les recherches dans des laboratoires universitaires. Un doctorant, par exemple, il travaillera dans un laboratoire universitaire, mais secret défense. Ces documents, ce travail sera dans une armoire fermée à la clé et la thèse ne sera pas publique. Voilà. Donc on va voir un processus au-delà du CEA de contrôle sur l'ensemble de la recherche sur tous les domaines que j'ai indiqués, qui vont du climat au virus Ebola, en passant par l'intelligence artificielle, avec un moyen financier, des moyens d'infiltration tout à fait considérables, avec bien évidemment par la suite des difficultés très importantes pour trouver des laboratoires indépendants. Qui peut dire qu'aujourd'hui qui travaille sur le nucléaire sans financement adjoint du CEA? Impossible. Donc tout spécialiste du nucléaire est forcément passé à un moment donné dans un rapport avec le CEA. Imaginons ça dans le domaine de la médecine avec les laboratoires, Servier, etc. etc. Voilà. Voilà. Ce n'est pas possible de faire de la recherche un tant soit peu de haut niveau sans être lié au CEA. Alors bien évidemment, pour nous universitaires, ça pose un problème d'évaluation scientifique. Trouver des experts indépendants, évaluer des publications qui sont marquées par le secret défense, que par définition on ne peut pas lire. Donc il y a un processus global d'évaluation de cette recherche marquée par le secret défense, dans tous les domaines que j'ai indiqués. Voilà. Donc qui sont indiqués, alors avec, c'est le CEA qui décide ce qu'est le secret défense et ce qui ne l'est pas. C'est lui, c'est pas le fonctionnaire du haut, c'est le secret. Voilà. Donc un problème, voilà, de fonctionnement de ce système. Donc on a un système nucléaire dont la tête pensante, qui est le CEA, avec son corps un peu homogène au sommet de X-min, eh bien une structure de dominance. Et cette dominance est asymétrique parce que c'est le CEA qui domine le politique. Plein d'exemples. J'ai parlé de Guillaume, j'ai parlé de Giraud, André Giraud. On passe de la direction du CEA, l'administrateur général du CEA, à ministre des armées ou ministre de l'industrie, voilà. Circulation des élites technologiques entre le ministère des armées, le ministère de l'industrie, le CEA, d'autres boîtes d'armement, voilà. Donc un système complet d'opacité. Opacité sur les essais nucléaires et les retombées. Opacité sur la façon dont on va rechercher des mines d'uranium en France, d'abord, par exemple dans le Limousin. Sur on va gérer les déchets, les pollutions, voilà. La politique africaine en général. Voilà. On va être bien dans le ressort de toute la France-Afrique. Ouais. Ouais, il y a toujours des espions qui sont par là, qui circulent dans ce modèle. Donc on a un modèle d'opacité, d'arrogance et d'irresponsabilité dans la gestion du nucléaire. Un monde de collusion ou voilà, système fermé. Alors ça, c'est ce qu'on va trouver au départ. Jusqu'à une date avancée, on va voir que ça va changer un peu. Mais c'est un peu l'ADN initial du système nucléaire. Circuler, rien à voir, je fais ce que je veux,
n'importe comment, en ne faisant pas très attention à ce que je fais. Les essais nucléaires, c'est tout à fait caractéristique. On fait sauter des bombes dans des conditions d'ailleurs illégales du point de vue international, sans étudier les retombées sur les populations différentes. Voilà. On fait des mines dans le Limousin, on creuse, on laisse les déchets, et il faut 20 ans derrière pour ramer, pour nettoyer un peu tout ça. Alors, en face de ça, il y a des oppositions nucléaires. Alors, ces oppositions nucléaires, elles sont relativement faibles dans la classe politique. Il y a un consensus qui fonctionne dans la classe politique autour du nucléaire, par nécessité. Voilà, il faut. On ne discute plus, il faut. Il n'y a que les partis verts, et encore pas tous les écologistes, qui s'opposent. Alors c'est au contraire à l'inverse, pour eux, pour certains, dans leur ADN, l'opposition nucléaire, dans leur constitution initiale, en quelque sorte. Alors, le nucléaire provoque des comportements qui sont un peu compliqués. On utilise souvent des valeurs intrinsèques, renvoie à des valeurs fortes des individus. La nation d'un côté, la défense, la nation, éventuellement des idées sur le bien-être. Et puis de l'autre côté, des positions radicales sur le pacifisme, sur une vision du monde, sur l'écologie profonde, sur les peurs que pourrait susciter telle ou telle action nucléaire. Donc on a des mondes un peu irréductibles, qui ne se parlent pas, qui se parlent peu, avec bien évidemment aussi des effets induits, capacité à recevoir. On peut acheter des populations en leur disant on va faire une belle salle de spectacle, une belle piscine, une belle... voilà. Grâce aussi, on peut acheter des journaux avec la publicité, voilà, on peut faire un certain nombre de choses. Puis de l'autre côté, il y a une résistance qui aussi coûte cher, il faut se mobiliser, il faut se déplacer, voilà. Mais tout ça, c'est deux mondes qui s'ignorent, qui s'ignorent superbement et sur lesquels il n'y a aucune possibilité facile de réguler. Il n'y a pas de régulation politique classique. Dans ces deux mondes, il y a un conflit très fort, sans processus de régulation simple. Et j'ai indiqué, donc pour moi, les conflits, les oppositions nucléaires prennent plutôt la forme du harcèlement et de la guérilla. Mais vraiment du harcèlement, vraiment de la guérilla. C'est-à-dire c'est quotidien. J'en ai évoqué des choses tout à l'heure, mais c'est quotidien. Il y a des oppositions qui sont au niveau scientifique, repérer tout un tas. Au sein du TA, au début, voilà. Il y a des ONG, généralistes ou spécialisées. Il y a des populations spontanées, donc militantes. Voilà. Il y a des actions multiples en justice. On pourrait presque dire qu'il y a quasiment un procès, une dépôt de plainte toutes les semaines. Voilà. Il y a quelque chose toutes les semaines. Il y a presse, livre, télévision, radio, en permanence. Le moindre petit truc est porté en buzz. Alors on va voir Madame Lucet, par exemple, qui va se promener du côté du lac de Saint-Pardoux avec un petit compteur GGR, puis ça fait des bips, puis on voit ça à la télévision. On va, au moment de fêter l'anniversaire du 20 ans d'arrêt des programmes des essais nucléaires français dans le Pacifique, faire une grande émission, France Inter, le matin. Voilà. Donc il y a en permanence quelque chose. Petite affaire, pendant l'été de l'année dernière, le CEA de Val-Duc a acheté à l'entreprise SEB d'un côté un certain nombre de cocottes minutes. Eh bien, ça fait le tour du monde. Je peux pas dire que ça fait le tour du monde, cette affaire-là. Donc, il y a une observation permanente du système nucléaire par des opposants. Permanente. Voilà. Alors, ça monte, ça descend, ça remonte. Alors, il y a des manifestations qui peuvent être de masse, qui peuvent être pacifistes, qui peuvent avoir toutes les formes, localisées, globales, notamment, par exemple, sur le transport de déchets. Vous avez une mobilisation très forte maintenant sur les réseaux sociaux. Symétriquement, il y a très très peu de laboratoires capables d'être indépendants mais on en connaît quelques-uns qui travaillent beaucoup, le CRIRAD, l'ACRO. Voilà. On a dans cette forme militance un petit peu l'origine, l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements zadistes, qui émergent spontanément, faiblement organisés, mais relativement actifs, et qu'on voit se développer. Voilà. Les actions commando, voilà. Actions pacifistes, voilà. Voilà, etc. On pourrait rester longtemps là-dessus. Voilà. Alors, si je regarde maintenant un petit peu l'adaptation. L'adaptation, c'est un système conflictuel. Donc, il ne va pas être régulé. Mais les acteurs vont modifier leur comportement. En particulier le système nucléaire. Il va modifier son comportement, il va évoluer, il va changer de manière relativement sensible, sans négociation.
sans discussion, hein, sans concertation. Mais il change. Il va changer fortement. Et ces changements vont se faire dans un contexte, dans des contextes particuliers. Ce n'est pas uniquement cet affrontement qui se fait, c'est dans des contextes sociopolitiques, hein, qui vont mettre en évidence donc des problèmes de conjoncture économique, politique, technologique, et évidemment, bien évidemment, les accidents importants vont être des éléments forts de ce changement. Contexte. Voilà. Donc contexte et puis adaptation des rhétoriques et des argumentaires, des procédures de justification, on pourrait dire, dans ce système. Voilà. Conjoncture économique. Tout ce système va être extrêmement dépendant d'un premier élément qui est le prix du pétrole. Voilà. On a une phase 70, 81, 2, 83, forte augmentation du prix du pétrole. Puis après, on a une cassure, forte décroissance jusqu'aux années 2000. Et bien évidemment, c'est dans la période de croissance du prix du pétrole qu'on va trouver l'inscription dans le sol et dans l'espace du système nucléaire, un repli dans la deuxième période, et puis une reprise à partir de 2000. De manière tout à fait nette, hein, ça va se voir très clairement sur les rythmes de construction des centrales nucléaires. Ça, il faut avoir, ici, on a la mise en service. Donc on a, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, des centrales nucléaires qui, pour la moyenne, a plus de 30 ans. Voilà. Mais on voit, en fait, qu'il faut raisonner avec les niveaux de construction et même les décisions qui sont antérieures. Hein. La dernière, c'est Civaux, 1991, niveau de construction, mais l'antérieure, c'est chose B, 1985. Voilà. Donc, après Tchernobyl, il n'y a qu'une centrale nucléaire qui a été construite en France. Pas uniquement Tchernobyl, mais Tchernobyl plus la baisse du prix du pétrole. Hein, voilà. Donc on a ces deux éléments-là qui vont jouer pour dire, fini, on arrête. Hein, on arrête le système. Hein, et qui donc, vieillissement du parc, de manière tout à fait caractéristique. Voilà. Incidemment, ça nous dit aussi que la relance d'un programme nucléaire, ça veut dire que le moment où on a le raccordement, et il faut encore un an pour qu'on ait la mise en service commercial, avec la prise de décision, il faut compter au bas mot 10 ans, hein, dans le meilleur des cas, dans les systèmes antérieurs. Ouais, c'est-à-dire que si on voulait imaginer qu'aujourd'hui on a un besoin de nucléaire, ce n'est pas avant 2028, 2026, 2028, 2030 qu'on pourrait avoir une disponibilité, c'est-à-dire qu'on prend pour 15 ans de plus. Voilà, hein, voilà déjà avec ce système-là. Donc il y a des délais, il y a des processus qui vont se faire. Donc, ces effets cumulés, vous voyez, donc on va avoir ici une crise du système nucléaire, hein, du système industriel nucléaire, parce qu'on a construit 59 réacteurs, hein, et puis, d'un seul coup, ça s'arrête. Donc, on a de la maintenance, on a des choses comme ça, mais l'ensemble du système nucléaire va entrer en crise industrielle. On va voir l'effondrement de Framatome, les problèmes avec Alstom, voilà, tout un mécano industriel qui va se recomposer de manière difficile pendant une dizaine d'années. Avant qu'on dise au CEA, tu reprends Areva, voilà, et tu t'organises avec tout ça. Hein. Avec la Cogema, avec Alstom, un bon petit bout, et puis on fait Areva. Voilà. Donc, pendant cette période-là, les conflits, donc la fin du siècle, hein, les conflits vont être concentrés sur Superphénix, sur la gestion des déchets, sur la sécurité des centrales en fonctionnement, hein, avant que le programme ne reprenne dans d'autres conditions. Alors le contexte politique, c'est évidemment les alliances, hein, notamment les alliances nécessaires des partis pro-nucléaires de gauche avec les partis antinucléaires écologistes. Hein, donc ça pose toujours des problèmes. Et donc il faut trouver des associations. C'est pas trop difficile à la fin des années 90, dans le premier gouvernement qui associe les Verts à la fin des années 90. Parce qu'on n'est pas sur une trajectoire très dynamique du nucléaire, il ne reste que Superphénix. Et au fond, le problème de Superphénix est déjà réglé, on va le voir tout à l'heure. Hein. Il est déjà réglé par Balladur, puis par le Conseil d'État. Hein. Et donc, quand en 1997, on signe le décret d'arrêt complet de Superphénix, c'est déjà institutionnalisé sans problème. Quoi. Donc, il n'y a pas la première période de difficultés fortes. Il y a plus de questions qui sont posées avec la présidence de François Hollande, hein, c'est ça. Où il y a des tensions, l'engagement de 50%, vous accepterez l'idée avec moi que ça ne veut rien dire. 50% de quoi?
hein. Selon la croissance, on arrête ou on n'arrête pas. Hein, voilà. Mais 50%, ça ne veut rien dire. Hein, donc on est bien dans le discours rhétorique politique, là, qui n'a pas beaucoup de sens. Arrête Fessenheim, on ne sait pas. On parle aussi de 4 noms. Voilà. Hein. Vrai, la régie du projet EPR de Panly, ouais, tout à fait sûr. Hein. Et donc là, il y a, vous voyez, des tensions qui se font, une conjoncture politique aussi, sur cet élément-là. Alors, donc cette crise de la fin des années 80-90, ouais, il va trouver des adaptations. Il y a une vraie crise, hein, une crise industrielle, parce qu'on ne croit plus. Alors il y a deux éléments qui vont être importants. Il y a des choses qui vont être plutôt favorables pour trouver une adaptation dans le discours, dans la rhétorique. Et puis des choses qui vont être plus difficiles, moins favorables. Hein. Les choses favorables, c'est-à-dire qu'on va trouver des argumentaires pour essayer de relancer l'idée du nucléaire. Jusqu'au début des années 80, il y a en gros en France quand même une idée d'une coopération entre les pétroliers et le nucléaire. Ce qui fait que quelqu'un comme Pecqueur, Michel Pecqueur, peut passer de la direction d'Elf à la direction du CEA sans problème. Voilà. Après les années 84-85, après Tchernobyl, c'est plus difficile parce que le nucléaire est sur la réserve, sur la contrainte, sur le repli. Et donc il va trouver tout un argumentaire, tout à fait important, et il va investir très fortement sur le changement climatique. Le changement climatique, ça va être l'arme politique et rhétorique fondamentale du CEA. Et on peut dire que d'une certaine manière, l'importance prise par cette question-là dans l'opinion publique française, eh bien, on la doit aux chercheurs du CEA. Et des travaux qui ont été faits, qui ont été financés, qui ont été lancés. Parce que bien évidemment, ça veut dire, moi j'ai une énergie propre, qui ne pollue pas de pluie acide, qui n'émet pas de CO2. Voilà, donc voilà, énergie propre. Hein. D'où l'idée assez étonnante, hein, voiture électrique égale voiture propre. Hein, sans s'interroger sur l'origine du nucléaire. Voilà, hein, voilà. Donc cette idée, voilà, c'est rhétorique. Hein, vous allez voir dans publicité d'EDF, énergie propre, avec des petites fleurs. Voilà, hein. Donc très fort investissement hein, sur cette idée, hein, pour relancer le nucléaire, voilà, contre le pétrole. Le pétrole coûte cher, oui, mais coûte pas cher, mais moi je suis propre. Hein, et donc, vous voyez, faites une taxe sur le CO2. Et comme ça, je redeviendrai compétitif. Hein, donc un fort engagement qui va faire d'ailleurs qu'un certain nombre d'écologistes, hein, ou des gens se présentant comme écologistes, ne sont pas hostiles au nucléaire, même favorables. Hein, même favorables. Hein. Et donc il y a un débat chez les écologistes sur cette question favorable au nucléaire. Hein. C'est énergie propre, voilà, c'est tout bon. Hein. Il n'y a pas de CO2, voilà, et ça va être un élément important qui va expliquer d'ailleurs pourquoi la France est relativement bonne élève, hein, à Kyoto sur les émissions de CO2, hein, à part du nucléaire. Le CEA va devenir le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Regardez donc là. Hein. Le débat sur la transition énergétique. Alors là, pour la liste, mais première mouture du Conseil de pilotage du débat sur la transition énergétique, qui ne concerne pas le nucléaire, est formé uniquement de gens du CEA, ou dépendants du CEA. Voilà. M. Georges Jouzel, Mme Lauvergeon, Mme Tubiana, qui dépend d'un think tank financé par EDF. Voilà. Voilà. Essentiellement. Une seule personne n'y est pas, M. Rebel. Bruno Rebel, qui est, on le sait, proche de Mme Royal, qui était ministre, voilà, pas loin. Hein, voilà. Voilà, donc, alors évidemment, ça pas connu, ça a été une émeute, hein, mais voilà. Donc, le CEA est là, voilà, sur les énergies renouvelables. Hein. Donc, aussi engagement d'Areva sur certaines énergies renouvelables, l'éolien. Hein. En France, l'éolien est contrôlé par Areva. Donc, voilà, donc très forte présence sur ce niveau-là. Hein. Donc, voilà, en termes de rhétorique, voilà. Le changement climatique, ben, c'est parfaitement compatible avec le nucléaire. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Adaptation défavorable. Contexte défavorable, ben, c'est l'arrêt de Superphénix. Alors pour des raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, hein, technologiques, politiques, économiques, non rentabilité, voilà. On ne va pas discuter de la raison, c'est fait. Voilà.
Alors c'était un modèle qui était parfait, hein, sur générateur. C'était vraiment idéal, hein, économie circulaire parfaite, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Donc on met tous les déchets, les MOX, l'uranium appauvri, et on ressort du plutonium parfait en quantité supérieure, supplémentaire. Voilà. Hein. Rendement supérieur à 1. Voilà. Hein, c'est fantastique. Cette surgénération. Sauf que ça n'a pas marché pour des tas de raisons. Hein. À partir du moment où ce système ne fonctionne pas, toute l'idéologie qui est liée ne fonctionne plus. L'idéologie qui est liée, c'est indépendance nationale. Parce qu'avec le superphénix, je n'ai plus besoin d'aller chercher de l'uranium à l'étranger. J'ai plus de problème de déchets, puisque tout est mangé par la machine. Hein, voilà. Et donc tout ça, ces deux points-là sont levés. Et donc à partir de ce moment-là, on commence à percevoir cela, les deux problèmes relèvent. On va avoir bien évidemment un problème de ressources, un nouveau problème de ressources. Surtout dans la période qui va recommencer en 2000, juste après, il va falloir s'approvisionner de manière nouvelle et recontrôler, avec les méthodes qui vont nous conduire au scandale Uramine, aux interventions de type France-Afrique en Afrique, au Niger, au Gabon, revoir les questions avec la Namibie, en Centrafrique, voilà, la mine de Bakouma, voilà. Donc on revient avec toutes les bonnes vieilles méthodes des Barbouzes et de la Centrafrique. Hein. Et c'est un boulet, hein, à tirer. Un boulet à tirer. Aussi, avec le Kazakhstan, dont on sait aussi aujourd'hui que pour d'autres choses, il y a pas mal de problèmes. Remonte aussi le problème des déchets. Parce que maintenant, on les accumule, on ne les mange plus. Et donc, il va falloir encadrer par une nouvelle loi, une nouvelle procédure, ces déchets. Mais dans le débat sur les déchets, ce vieux mythe millénariste d'un rendement supérieur à 1, eh bien, il va revenir, il masque encore quelque chose parce que la question de savoir est-ce qu'on aura un superphénix, donc des réacteurs à neutrons rapides, à 50 ans, à 100 ans ou jamais. Voilà. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème, on ne peut pas résoudre la question des déchets. Voilà. Hein. Si on simplement pour stocker pour 50 ans, c'est bien. Hein, voilà. Mais si c'est pour stocker pour 2000 ans, ce n'est pas la même chose. Juste, oui. Une question technique pour comprendre. Oui. Superphénix a été aussi un échec technologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre au point cette réabsorption des... Voilà. Il y a eu des problèmes technologiques divers et variés, notamment sur le caloriporteur, l'utilisation de sodium, apparemment. Hein. Donc, ce qui fait que dans un premier temps, Superphénix a été, c'est baladure, retiré de la production d'électricité pour être cantonné uniquement dans la recherche. Et puis, ça a conduit un Conseil d'État à demander son arrêt, hein, qui a été signifié par là. Mais c'est un échec technologique d'abord, hein, technologique. Vraisemblablement, c'est trop difficile, quoi. Enfin, on ne maîtrisait pas les matériaux, notamment sur le problème du caloriporteur. Voilà. Hein, voilà. Avec des dangers, des problèmes de sécurité, des problèmes relativement importants. Hein, voilà. Donc, à partir du moment là, ça change vraiment le discours. Hein, parce qu'avant, on dit oui, vous avez raison, il y a des problèmes, mais on attend, une fois qu'on aura ça, on a réglé le problème. Hein. Et donc, maintenant, on dit encore pour les déchets, mais dans 50 ans, on aura ça. Voilà. Et donc, si dans 50 ans, on a ça, on stocke pendant un moment, avec simplement la possibilité de retirer pour mettre. Voilà. Mais si on n'a pas ça, et comme il n'y a pas d'évaluation scientifique indépendante, hein, aucune, hein, on ne sait pas. Hein. Donc, on ne sait pas si ça marchera dans 50 ans, dans 100 ans ou jamais. Auquel cas, il faut travailler sur la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait dans 1000 ans, 2000 ans, et qu'on en produit toujours. Hein. Parce qu'il y a vraiment des questions aussi. Il y a ce qui est produit, aujourd'hui 3000 mètres cubes, hein, de déchets à autre activité et à vie longue, 3000, mais dans 10 ans, ça sera 5000. Et dans 20 ans, ça sera 10 000. Voilà. Donc on produit. Hein, voilà. Deux questions différentes. De toute façon, on a produit, il faut gérer, mais est-ce qu'on continue à produire? Voilà. Et donc le débat sur Bure est un débat assez mal engagé, puisqu'il y a cette ambiguïté sur Superphénix. Quoi. Voilà. Alors, pour relancer, vous voyez, en 2000, le prix remonte. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu le début des années 2000, c'était le moment où tout le monde parlait du peak oil. On avait des trajectoires du prix du pétrole de 300, 400 $ le baril. Voilà, et avec la fin du pétrole, voilà.
Donc, c'était tout bon pour le discours pour les nucléaires, pour le nucléaire, hein, et donc on va relancer. Et donc il va relancer. Et donc on va relancer, mais avec tous les conflits dont on a parlé précédemment, et tous les problèmes. Hein. Donc on va relancer par la technologie. Hein. C'est-à-dire que le système nucléaire va surréagir en quelque sorte, dans un premier temps, en répondant par la technologie, deuxièmement, en répondant par des institutions. Alors, augmentation de la puissance des réacteurs, ça veut dire qu'on aura moins, donc on aura moins de conflits. Hein. On fait un produit hyper sophistiqué, peut-être trop. Hein. Surtout, augmentation des exigences de sécurité. Hein. Et Areva va vendre un produit extrêmement sûr. Voilà. Le PR maintenant que je fais, c'est un produit extrêmement sûr, c'est-à-dire Tchernobyl, pas question, voilà. Three Mile Island, pas question, voilà. Et donc, tout l'accent va être mis sur un produit d'une très grande qualité de sécurité. Hein, la sûreté nucléaire est la dimension déterminante du réacteur EPR. Il est un réacteur d'une sûreté sans équivalent, extrêmement résistant aux incidents internes comme aux risques externes, les avions. Voilà. Et donc, on va décliner ça avec des doubles cubes, avec des doubles sortes de containment. Voilà. Et donc, on va vous vendre un produit d'extrême sûreté, hein, sans problème, et de très haute technologie, hein, de ces très hautes technologies sécuritaires. Mais aussi répondre par les institutions. Ah. Non négociées, hein, sans concertation, on va dire, mais voilà, je vais vous faire quand même un truc, bien, hein, qui va garantir le droit à l'information du public. Voilà. Hein, donc, avant, c'était le monde du secret, le monde du silence, le monde du secret. Maintenant, je vais dire, ben voilà, je vais vous donner des institutions qui vont ouvrir l'information, hein, et répondre à la question du droit à l'information. Hein. Ça veut dire sortir pour partie du secret défense. Hein. Ça veut dire qu'on va créer un certain nombre d'institutions, en quelque sorte, en prenant des compétences qui existaient dans le système nucléaire, dans le CEA. Voilà. Et on va les mettre à côté, avec une responsabilité différente. Des institutions qui, même si elles sont reliées d'une certaine manière avec le système nucléaire, sont indépendantes, ont des responsabilités indépendantes. Même si elles sont dirigées par des ex-mines, hein, des responsabilités indépendantes avec des gens qui ont un boulot spécifique. Ce n'est pas un département particulier sous fifre du CEA, c'est un travail spécifique avec une institution spécifique. Hein. Et donc, plus difficile de créer la confiance dans ces institutions. Justement parce qu'elles ne sont pas concertées. Elles ne sont pas concertées avec les opposants. Hein. 90, Andra. Hein. Ça, c'est avant, la gestion des déchets était faite en interne du CEA. Maintenant, on a une institution. La loi Bataille sur les déchets à 91. La loi Barnier 95 sur les débats publics. La loi 2010 d'indemnisation des gens irradiés sur les essais nucléaires. Mais surtout, 2006, la loi relative à la transparence et la sécurité nucléaire. Voilà. Une loi spécifique, 2006. Alors, on dirait que c'est un peu tardif, mais 2006, une loi qui va encadrer plein de choses. L'indépendance aussi de l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire. Hein, dont avant, c'était un peu mélangé dans le ministère de l'Industrie, dans le CEA, etc. Voilà. Maintenant, on fait une instance vraiment séparée, alors qui est un établissement public, encore, hein, séparé, voilà. On fait le Haut Conseil, qui est un organisme, un conseil sur le nucléaire plus ouvert, plus d'avis, mais qui n'a pas de décision, mais qui a un avis, hein, où il y a des associations qui peuvent l'exprimer. Mais surtout, l'autorité de sûreté nucléaire, hein, qui est une instance réputée être indépendante. C'est-à-dire qu'elle a un conseil scientifique de gens nommés, puis une fois qu'ils sont nommés, on ne peut pas les déboulonner. Hein, sur le modèle de toutes les agences de régulation, mais indépendante. Indépendante. Ah. Qui gère 45 minutes, tu as fait. Eh bien, je me dépêche. Des commissions locales d'information. Alors, elles existaient déjà un petit peu après 82, mais là, elles sont instituées, financées autour de chaque INB, installation nucléaire de base. Pour le nucléaire militaire, c'est plus compliqué, ça reste un peu fermé, ça reste complètement fermé, hein, avec
la SND ou les commissions d'information. Là, ça ne touche pas. Voilà. Mais le nucléaire civil, il est ouvert. Relativement, hein, on pourra contester si on veut, mais voilà, il y a cette institution. Donc avec des institutions qui ont en charge l'information et la sécurité, avec leurs responsabilités. Les gens qui font ça, ils engagent leurs responsabilités à eux. Et ils sont plus employés du CEA. Hein, voilà. C'est cette indépendance qui est tout à fait intéressante à ajouter. Par exemple, l'ANDRA va faire un inventaire géographique, public, disponible en ligne. Hein. Donc vous allez savoir, concrètement, toutes les turpitudes qui ont été faites dans les années précédentes. Hein. Vous apprenez que, par exemple, tel centre de Val-Duc a déversé dans les décharges publiques les boues d'épuration, d'autres étaient avec du tritium, quoi. Voilà. Hein. Vous apprenez tout ce qui a été fait du côté de Bessines dans le Limousin ou dans le lac près du lac Saint-Pardoux. Voilà. Vous apprenez plein de choses, quoi. Voilà. 500 pages. Hein. Alors, c'est peut-être pas complètement exhaustif, mais quand même. Voilà. Et puis, vous allez avoir tous les contrôles externes. Voilà. Je vous invite à regarder un petit peu les documents soit de l'URSN, soit de l'autorité de sécurité militaire, du nucléaire, mais c'est un poids extrêmement fort sur les institutions. C'est ingérable. Hein. Tout est analysé. Bon, c'est en gros 2500 personnes qui contrôlent. Hein. Voilà. Tout est analysé dans le détail. Voilà. Tout est analysé, le moindre petit truc. Et donc, recommandations, est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez faire, voilà. Et vous n'avez pas fait. Hein. Vraiment, dans le détail technologique. Hein. Absolument. Alors, et c'est des pages et des pages et des pages de contrôle extrêmement tatillon faits par ces deux organismes. L'IRSN étant un peu moins indépendant, mais obtenant son indépendance parce qu'il est le bras technique de l'ASN. Et là, quand même, l'IRSN nous dit, ben voilà, un accident nucléaire est possible, point, et ça va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà. Voilà. Donc on a toute une information qui arrive. Hein. Alors du point de vue des exploitants, c'est une surveillance très lourde. Voilà. Également, comme on dit, vous allez sortir, regardez votre parapluie, est-ce qu'il est, est-ce que vous avez mis vos bottes, est-ce que voilà, en permanence, vous voyez, et être regardé en permanence par une instance extérieure. Le moindre de vos gestes. Voilà. Surveillance extrêmement lourde. Bien évidemment, du point de vue des opposants, on reste dans une logique d'énergie nucléaire, une option d'énergie nucléaire. Donc on ne va pas donner la pleine confiance, parce que, voilà, donner la confiance, ça veut dire qu'on accepte la logique nucléaire. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport Rousselli. Voilà. Monsieur Rousselli, qui a été un PDG d'EDF, toujours PDG directeur honoraire, eh bien, il va faire une critique de ce système. Voilà, en 2010. On ne peut plus continuer comme ça. Pour développer la filière nucléaire, il faut exporter. Il faut exporter. On ne veut pas faire simplement un EPR en France. Ce n'est pas rentable. Et pour exporter, on ne peut pas continuer ça. Il faut diminuer la taille des EPR pour en mettre partout. Voilà. Il faut trouver des financements privés. Et surtout, limiter la surenchère sécuritaire. Et voilà. Alors, je vous rappelle, c'est peut-être difficile à lire tout ça, mais ça veut dire, voilà, il n'y a pas de sécurité définie au niveau mondial. Donc, il faut que la sécurité soit celle définie par chaque État. Et chaque État n'a pas forcément à définir la sécurité comme la France. Donc, ce qu'on va vendre à l'étranger, eh bien, il ne faut pas que ça ait le même niveau de sécurité. Ouais, baissons la sécurité si on veut vendre. Voilà. Voilà. Et donnons ça plutôt à l'IRSN que encore d'État. Voilà. Alors on va définir, pour annoncer à tout le monde, voilà, quelle est la sécurité qu'on fait, parce que comparé aux Chinois, voilà, on se rapproche quand même. Voilà, qu'on se rapproche un peu de. En France, il convient que l'État définisse un modus vivendi équilibré avec l'ASN, c'est-à-dire réaffirme le rôle régalien qu'il ne devrait pas abandonner à une autorité indépendante. Voilà, l'ASN, baissez d'un ton vos contrôles. Voilà. L'exercice du droit et du devoir de communication de l'ASN concerne des sujets complexes et particulièrement délicats. Il convient d'éviter que les événements de portée très limitée conduisent à jeter une suspicion plus injustifiée sur l'ensemble d'une technologie. Ça veut dire, on est dans la diplomatie là, hein. Ça veut dire, débarrassez-moi de l'ASN, quoi. Ça veut dire ça.
Bon, je veux bien l'IRSN parce qu'on peut discuter techniquement avec les autres pays puis voir ce qu'ils veulent. Hein. Vous voyez, l'idée, c'est bien, pour développer la filière, ces choix qu'on a faits ne sont pas les bons. Voilà. On va peut-être garder ça pour la France, mais pour le reste, il faut abandonner complètement toute cette perspective. Donc voilà, on est en 2010, l'idée est forte de changer. Donc toute cette adaptation, on voit bien qu'elle va être contrariante en elle-même pour le déploiement d'une filière nucléaire. Hein, voilà, contrariante. Et puis bien évidemment, juin 2010, quelques mois après, Fukushima. Je baisse ma sécurité et je vous vends mes centrales, ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Donc parce qu'au contraire, tous les pays voisins, européens, tous les pays développés, tous les pays dire nucléaire, c'est fini. Quoi. Voilà. Et donc je reste avec mes prototypes. Hein, j'essaie d'en caser quelques-uns, mais de manière difficile. Hein. Et puis comme ils sont prototypes, comme c'est sans doute une technologie très compliquée, un peu comme les Super Phoenix, ben, ça marche plus ou moins bien. Quoi. Ouais. Voilà, donc on a des délais très, très élevés. Ouais. En Finlande, c'est une catastrophe, ça fait 10 ans de retard. À Flamanville, pareil, sans savoir si on va aboutir. Des difficultés de notre nature pour le moment, parce que c'est simplement un projet à la clé. Mais pourquoi? Parce que le financement privé, on n'arrive pas à trouver. Hein, on ne peut pas financer. Hein. Si je disais tout à l'heure, le directeur financier a démissionné, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens financiers dans l'EDF pour financer. Hein. Les projets en Inde, on a quelques projets, mais bon, les événements français de l'ASN sont pris directement comme élément de mobilisation des opposants en Inde. Voilà, donc, c'est les projets. Il n'y a qu'en Chine où les projets de PR aboutissent. Qu'en Chine. Mais vraisemblablement, hein, arrive à nous dire retour d'expérience, on sait faire maintenant, mais vraisemblablement parce que les exigences de sécurité sont bien plus basses. Il n'y a pas la SN. Hein, voilà. Hein. Donc vraisemblablement, on est sur un critère, un credo, où il y a incompatibilité hein, entre la très haute sécurité et la rentabilité. Voilà. Ça coûte trop cher, c'est trop difficile. L'ASN est trop exigeante. Voilà. Voilà. Ça donne des éléments de cette nature. Voilà. Donc, problème. Hein. Alors, derrière, donc, on peut faire ça, mais à quel prix quoi, voilà. Hein. Alors, il y a un certain nombre de chiffres qui sont intéressants à étudier là. Officiellement, le coût d'un mégawatt nucléaire sorti d'usine nucléaire, sur un réacteur, c'est 45 €. Voilà, officiellement, la doctrine officielle, c'est comme ça. La Cour des comptes, il dit, attention, pour mettre là-dessus, vous ne comptez pas le démantèlement, vous ne comptez pas la recherche, vous ne comptez pas les militaires, vous ne comptez pas plein de choses. Moi, j'estime 70-90 € le prix. Donc le double, quoi. Voilà, le vrai prix, le double. Quand EDF négocie avec les Anglais pour le nouveau EPR anglais, il obtient un prix garanti autour de 115 €. Le vrai prix. Pas tout à fait le vrai prix, puisqu'il y a une plainte de l'Autriche dénonçant des subventions cachées. Alors, les Autrichiens, ils sont très écolos. On a eu encore des récents des élections. Ils disent non, tout ça, c'est des subventions à l'énergie nucléaire, l'énergie du passé. On n'en veut pas. Donc il y a une plainte. Voilà. Donc vous voyez, pété sur 115 €. Alors que l'électricité gaz de schiste, 30 €. Les énergies renouvelables, maintenant, en moyenne, disons en gros, autour de 70-75 € avec des perspectives de baisse de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nucléaire est l'énergie, on peut dire, la moins rentable. La moins rentable. La plus difficile. Voilà. Aujourd'hui, elle est un peu rentable parce que les centrales sont amorties. Mais on est dans la phase, vous voyez, de vieillissement, donc il va falloir de plus en plus de dépenses pour la maintenance en sécurité. Donc les prix sont en train d'exploser. Et donc, on a un mouvement différent. Hein. Tout l'avenir, c'est sur d'autres types d'énergie. Alors, soit polluantes, hein, gaz de schiste, soit des énergies renouvelables. Mais le nucléaire a un sacré problème. Hein. Mais explique aussi pourquoi les gens nucléaires disent qu'il faut augmenter le prix de l'électricité. Hein. Voilà. Il n'arrête pas, il faut pratiquement le doubler. Hein. Voilà. Donc, un vrai problème, vous voyez, tout à fait crucial. Hein. Bon, alors je vais passer un peu vite pour m'arrêter là. Hein. Alors, fin du nucléaire. Est-ce qu'il faut s'acharner, un acharnement thérapeutique sur un moribond?
Voilà, hein. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué, parce que comment sortir, hein? Comment sortir du nucléaire? Avec le potentiel, les personnes, voilà. Le démantèlement, ça coûte cher, qui va payer? Qui paye, hein? Puisque c'est des dépenses qu'on aurait dû amortir, prévoir dans le passé, elles n'ont pas été. Donc c'est les générations futures qui vont se payer le coût du démantèlement et des déchets, hein. Et puis il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent dans la filière, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Comment on fait pour réorienter tout ça, hein? Hein? On peut dire effectivement, à FSNM, les gens vont travailler sur le démantèlement, mais on ne peut pas faire que des gens qui travaillent sur des déchets, hein. Il faut produire aussi, hein. Donc, et aussi l'emploi sur le BTP, parce que derrière, il y a Bouygues, Vinci, hein, pour construire une centrale. Voilà. Donc, il y a un vrai problème économique, hein, qu'il est difficile aujourd'hui de trancher, vous voyez, parce que est-ce qu'il faut attendre ou pas attendre? Voilà, il y a un problème politique, hein, qui est compliqué à résoudre, hein, parce que vraisemblablement, il faut sortir du nucléaire, hein, voilà. Parce que c'est la fin. Enfin, le monde est sorti du nucléaire, sauf quelques points particuliers, hein. Heureusement, en Angleterre, ils font ça pour baisser les émissions de CO2, pour respecter, ouais, mais c'est qu'un élément secondaire. Dans une situation qui est peut-être difficile pour eux, parce que le pétrole de la mer du Nord est un peu asséché, hein. Donc, mais tout sur le nucléaire, c'est aujourd'hui de la folie. Donc, il faut voir comment on en sort. Et on voit que ça veut dire qu'il faut arrêter toute la recherche aussi là-dessus, hein, voilà. Donc ça veut dire que le CEA doit se reconvertir complètement, à terme, hein. Voilà, donc c'est des enjeux qui sont considérables, hein. Alors j'insiste donc sur l'idée que l'adaptation qui a été faite à ces conflits, hein, qui a porté, vous avez vu, sur deux critères, la haute technologie et les institutions, et ces deux critères ont été contradictoires parce que le contrôle sécuritaire sur quelque chose qui a voulu se construire avec une haute sécurité, mais qui n'y a pas réussi, hein, a été catastrophique pour la rentabilité de la filière. Voilà, je vous remercie. Okay, merci.